Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end et également un bon confinement. Donc c'est en fait durant ces moments-là où il faut redoubler d'efforts. C'est maintenant, là vous avez du temps, c'est maintenant qu'il faut se former. Donc pour ça il y a la lecture. Tiens justement, on m'a demandé quelle était ma lecture actuellement. C'est, j'espère que vous verrez bien, Investir à long terme de Francisco Garcia Palames. Bon, je m'excuse pour mon accent espagnol. En l'occurrence, c'est le Warren Buffett européen, donc qui est un gérant de fonds espagnol. Voilà, c'est la lecture du moment, un petit peu orientée gestion passive. Donc justement, par rapport à la gestion passive, je vais en fait vous envoyer pas mal de trucs par rapport à ça, sur comment est-ce qu'on d'abord se protège d'une faillite, comment est-ce qu'on investit, est-ce qu'il faut passer par un ETF, quel type d'ETF, parce qu'il y a tellement d'ETF différents, des bons, des moins bons, qu'il faut quand même savoir quoi faire en fait dans ce monde-là. Le monde de la finance, le monde de la gestion passive, c'est quand même un monde qui est assez complexe. Il y a beaucoup de produits et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est important de bien faire les choses et justement, je vais en parler. Je vais en parler en fait pas mal au sein de vidéos YouTube, mais aussi au sein de ma lettre d'investissement. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, qu'est-ce que vous attendez? Le lien est juste là en dessous dans la description. Alors, il faut comprendre que dans la gestion passive, il y a beaucoup de choses et c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est un milieu qui est plus compliqué que le milieu des crypto-monnaies. Par exemple, pour acheter du Bitcoin, le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Donc, que vous achetiez un Bitcoin en passant par Coinbase, Kraken, Bitfinex, Coinbase, je redis pareil, Binance, etc., c'est pareil, c'est le même Bitcoin. Le problème, c'est que dans les marchés financiers, il y a beaucoup plus de produits, donc ça peut être beaucoup plus complexe si on ne sait pas tout simplement à quoi ça correspond. C'est quoi un contrat à terme? C'est quoi des options? C'est quoi des ETF, des ETC? C'est quoi une action, obligation, etc., etc. Voilà, c'est tout un tas en fait de produits, d'actifs ou de produits qui sont adossés à des actifs et il faut quand même comprendre un minimum leur fonctionnement pour savoir s'ils sont intéressants pour vous ou alors s'ils sont beaucoup trop risqués. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu parler de la bourse et du Bitcoin, mais je pense qu'il y a un sujet qui est important, qu'il faut absolument traiter, c'est le coronavirus. Et pourquoi je dis qu'il faut absolument le traiter? C'est parce qu'aujourd'hui, je vois pas mal de personnes qui font des analyses sans prendre en compte le coronavirus. Et honnêtement, je vois pas en fait comment est-ce qu'on peut analyser un marché boursier ou un marché même des crypto-monnaies sans prendre en compte l'élément fondamental aujourd'hui qu'est le coronavirus. Alors, en temps normal, c'est normal. En temps normal, on n'a pas regardé en fait les news qui sont plus considérées comme du bruit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la normalité en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est pas quelque chose de normal. C'est une pandémie, c'est des personnes qui sont en quarantaine, qui aujourd'hui dans sa vie a déjà été mis en quarantaine pendant plusieurs mois. Chez lui, en confinement, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Qui est-ce qu'aujourd'hui a vu de son vivant l'économie mondiale à l'arrêt? Même en temps de guerre, l'économie n'était pas à l'arrêt. Je vous le rappelle quand même. En temps de guerre, les industries ont été très souvent reconverties, mais elles ont toujours continué à fonctionner. Enfin, pour la plupart. Mais en tout cas, là, on a vraiment un arrêt de l'activité économique et un arrêt net. Donc, c'est quand même assez unique ce qu'on est en train de vivre et c'est pour ça qu'il faut absolument le prendre en compte quand on fait de l'investissement. Donc, il faut le prendre en compte. Et qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui? C'est principalement l'Italie et les États-Unis. Donc l'Italie, pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'épicentre de l'Europe. Donc c'est là, on va dire, où il y a le plus aujourd'hui de personnes qui sont contaminées, là où il y a malheureusement le plus de morts. Et donc, si la courbe commence à s'inverser, donc la courbe du nombre de malades, et qu'on a enfin atteint le pic, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand je tourne la vidéo, on est dimanche, on n'a pas encore atteint le pic. Donc ça veut dire qu'il y a encore du temps. Et aux États-Unis, on vient à peine de commencer. Il y a aujourd'hui 100 000 personnes infectées, c'est l'épicentre mondial aux États-Unis. Ça a été terriblement mal géré. En même temps, on va dire que c'est pas étonnant avec un président qui pense plus à l'économie qu'à la vie humaine. Mais voilà quoi, j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup de choses à venir avec la crise sanitaire.
Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'incertitude totale et vous devez prendre ça en compte dans vos investissements. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. On ne commence pas à prendre des positions long terme maintenant dans un contexte de marché totalement incertain. Et on a vu que le Bitcoin n'était pas épargné, que les phases de panique touchent tous les actifs sans aucune exception. Ça veut dire que les actions, les obligations, les métaux précieux comme l'or et le Bitcoin sont touchés et sont vendus durant les phases de panique. Donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte parce que ces phénomènes-là, honnêtement, on ne peut pas les voir rationnellement sur un graphique. En général, c'est vraiment des mouvements irrationnels qu'on ne peut pas en fait prédire. Alors on peut les prédire et les sentir venir quelques heures et quelques jours avant, mais on ne peut pas les prédire des mois à l'avance en disant tiens, là, je pense dans 6 mois, le Bitcoin va chuter en fait de 50%. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut comprendre qu'il faut prendre en compte le coronavirus et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui ne le prennent pas en compte. Donc, il faut surveiller de très très près la situation en Italie pour savoir enfin si on arrive à atteindre le pic parce qu'eux, ils sont en quarantaine depuis plus longtemps qu'en France maintenant et ils n'ont pas encore atteint le pic. Et ensuite, aux États-Unis, qui ne sont même pas encore en quarantaine au niveau national. Ils ont commencé certaines villes et certains États à se mettre en quarantaine, mais il n'y a pas encore eu de décision de Trump de mettre tout le pays en quarantaine. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire si on veut limiter au maximum les interactions sociales et donc la contamination entre les personnes. Donc ça, c'est vraiment important. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Je rappelle que quand même, les États-Unis, ça reste la première économie mondiale. C'est plus de 400 millions de personnes. Honnêtement, si c'est mal géré du côté américain, ça aura des impacts très très forts sur l'économie mondiale. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument surveiller tout ça. Ensuite, il y a beaucoup d'incertitudes post-crise sanitaire. Donc la crise sanitaire, elle n'est pas encore réglée. Mais une fois qu'on l'aura réglée, croyez pas que c'est fini. Croyez pas que c'est bon. D'accord? Au contraire, le pire reste à venir pour moi parce qu'on va avoir des faillites en cascade. Et ça peut vraiment déclencher une crise économique assez violente. Donc honnêtement, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un indicateur qui est flagrant, c'est les obligations d'entreprise de type high yield. Donc c'est les obligations pourries en fait. En gros, bon, on dit obligations pourries, ça veut juste dire en fait qu'elles ont un taux de défaut qui est plus important que les bonnes entreprises. Par exemple, voilà, c'est par rapport au système de notation des agences de notation, à prendre toujours avec des pincettes. Je rappelle quand même qu'elles avaient bien noté la Grèce, ça n'a pas empêché la Grèce de faire un défaut de paiement. Bref, en tout cas, si on regarde les taux d'intérêt de ces obligations, ce qui vont nous donner un petit peu la température par rapport au niveau de risque, elles ont explosé. Donc, les taux d'intérêt, ils ont explosé à plus de 10% alors qu'ils étaient aux alentours des 3%. Ça veut dire que vraiment, il y a une incertitude de la part des investisseurs qui ne veulent plus prêter leur argent aux entreprises qui sont pas suffisamment bien notées à leurs yeux. Donc ça, c'est quand même le signe que les entreprises vont mal. Alors, c'est peut-être pas toutes les boîtes, mais honnêtement, ça représente un certain pourcentage d'entreprises qui sont dans des mauvaises santé financières. Maintenant, il y a tout un tas de programmes de relance, de rachat d'obligations qui ont été amorcés notamment par la BCE, qui a commencé à racheter les obligations d'État pour essayer en fait de faire baisser les taux d'intérêt histoire qu'ils puissent se financer parce qu'ils ont promis de l'argent à tout le monde et les entreprises pour qu'elles puissent survivre. Sauf que toutes les boîtes ne s'endettent pas sur les marchés financiers et en plus la BCE a beau en fait racheter par vague des obligations, si jamais elles sont vraiment considérées aux yeux des investisseurs comme trop dangereuses, sur le marché primaire, donc ça veut dire quand les obligations vont être émises, elles auront quand même des taux qui vont réaugmenter. Donc concrètement, oui, la BCE peut essayer en fait de freiner les choses, de dire qu'elle est là, qu'elle va injecter ce qu'il faut injecter, mais concrètement, ça ne va pas sauver toutes les boîtes. Et surtout pas les PME malheureusement, qui ne peuvent pas s'endetter sur les marchés financiers, qui doivent s'endetter auprès des banques. Et maintenant, il y a l'État qui s'est porté garant pour dire aux banques prêtez l'argent parce que nous, on se porte garant en cas de défaut de paiement, à hauteur, je crois, en France de 300 milliards. Bon, 300 milliards que la France n'a pas et qu'elle va devoir elle-même emprunter sur les marchés financiers. Mais avec la BCE derrière pour soutenir justement les pays pour que les taux n'augmentent pas trop. Vous imaginez en fait si la BCE aujourd'hui n'intervenait pas, les taux auraient déjà complètement explosé parce que bien évidemment que prêter de l'argent à des États qui sont déjà mal gérés et en déficit,
C'est pas forcément la décision la plus intelligente, que j'ai envie de dire, si on veut investir l'argent. Mais si on a la BCE qui se porte garante et qui va imprimer et créer autant d'argent qu'il le faut, ça rassure un petit peu. Donc les taux rebaissent pour financer toutes les dépenses que veulent financer les États. Pour soutenir, et ils ont raison de le faire, l'économie. En même temps, s'ils ne le font pas maintenant, ils vont laisser couler tout de suite les boîtes. Alors peut-être qu'elles vont couler plus tard, mais au moins ils auront essayé de les sauver. Après, il y aura aussi des nationalisations, ça c'est évident, mais l'État ne va pas tout nationaliser. Il va uniquement nationaliser les boîtes où est-ce qu'ils ont un intérêt politique. En l'occurrence, ça peut être Air France, ça peut être Renault, mais ils ne vont pas tout nationaliser, malheureusement, pour ceux qui vont en subir les conséquences. Donc honnêtement, on n'est qu'au début de la crise. On n'est qu'au début de la crise. Alors, est-ce qu'on est vraiment en fait sur une crise gigantesque comme certains le crient haut et fort? Moi, je ne pense pas. Du moins, je n'espère pas, honnêtement, parce que moi, je n'espère pas des crises vraiment trop fortes. Ça aurait vraiment des conséquences dramatiques sur les gens. Et honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir une crise comme ce qu'on a eu en 1929 pour en profiter. Et je pense que de toute façon, on n'aura pas de crise comme en 1929. On n'est pas dans le même contexte. On n'a pas les mêmes outils. On n'a pas les mêmes monnaies en plus. Aujourd'hui, on a une monnaie qui est basée sur la dette. Ce n'était pas le cas en 1929. Donc, il y a plein de choses qui sont différentes. Donc, je vois plein de trucs qui se disent comme quoi ça va être la pire crise, pire qu'en 2008, pire qu'en 1929, etc., etc. Bon, et comme à chaque crise, il y aura toujours des mecs pour pousser le bouchon encore plus loin qui vont toujours aller en fait dans l'extrême. C'est un peu comme les marchés. Les marchés, ils baissent parce qu'il faut baisser, mais ils vont toujours en fait dans l'extrême. Et l'extrême, c'est soit par le bas, soit par le haut. Ça, c'est l'être humain. Donc en même temps, ça ne me choque pas en fait qu'il y ait des personnes qui soient extrêmement pessimistes, voire limite à dire c'est la fin du capitalisme. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais j'y crois, mais alors absolument pas, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on mettrait à la place? Franchement, qu'est-ce qu'on mettrait à la place? Est-ce que vous pensez que le communisme c'est mieux? On a essayé, ça marche pas. Donc honnêtement, faut arrêter un petit peu avec ça. Tout n'est pas à prendre et tout n'est pas bon dans le capitalisme. Il y a peut-être des choses à changer, mais le capitalisme en tant que tel, c'est ce qui a permis la création de richesses et la hausse du niveau de vie de tout le monde. Donc ça, il faut quand même le garder bien dans la tête. Donc honnêtement, gardez vos cartouches. C'est important, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais ne vous précipitez pas. J'ai commencé à remarquer qu'il y avait vraiment une influence sur les investissements. Que ce soit dans les cryptos, dans les actions, il y a toutes les plateformes d'échange aujourd'hui, surtout les courtiers traditionnels qui sont complètement sous l'eau parce qu'il y a tout le monde qui se réveille, tout le monde veut investir. Wow les gars, allez-y mollo, on est au début de la crise. Il faut savoir que dans une crise, en général, les gens, ils arrivent trop tôt ou ils arrivent trop tard. Ils arrivent rarement au bon moment. Là, on est beaucoup trop tôt. Moi, je vous le dis, pour moi en tout cas, on est beaucoup trop tôt. Après, comme j'ai pu vous le dire, hein, c'est pour ça que moi, je mets une première cartouche à peu près sur 20-30% de baisse. Comme ça, en fait, déjà, on peut se positionner sur un prix qui est correct, mais en acceptant qu'on peut encore baisser de 30-40% de plus. Et ça, il faut le garder en tête. Mais mettre une première cartouche, ça ne veut pas dire tout investir, ça veut dire juste commencer à investir. Un quart, un cinquième de son porte-monnaie. Et ensuite, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. On attend de voir comment est-ce que les choses évoluent d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Parce qu'honnêtement, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on va retrouver l'économie à la fin de la crise. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Et il ne faut pas se précipiter à cramer ses cartouches et à investir tout de suite. On peut commencer à le faire timidement, mais de là à se jeter sur les actions parce qu'on se dit c'est bon, c'est au rabais, honnêtement, tout ce qui baisse peut encore baisser. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Faites attention. Le plus difficile dans une crise, c'est justement de garder sa liquidité et de perdre le moins possible d'argent. La plupart des gens, ils vont juste acheter sur les premiers rebonds qui sont des faux rebonds parce que boum, ça va retomber. C'est exactement ce qu'on a eu cette semaine. Ne croyez pas que le marché va repartir tout de suite sur de plus belles. Honnêtement, le contexte aujourd'hui fait que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, une fois le confinement terminé, ne faites pas comme j'ai pu le voir sur certains groupes d'investisseurs, ne vous jetez pas sur tout et n'importe quoi pour investir sur tout et n'importe quoi. Que ce soit les actions, les cryptos, l'immobilier, tout va se casser la gueule. Alors au moins l'immobilier et les actions. Pour les cryptos, c'est un petit peu plus compliqué. La corrélation n'est pas forcément hyper évidente. Honnêtement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent quand on est en fait dans un contexte économique
incertain. Parce que ça impacte absolument tous les actifs et ça impacte également l'humeur des gens. Voilà, donc j'espère que c'est clair hein, pour le côté bourse et même le côté investissement. Maintenant, si on regarde un petit peu plus du côté des cryptos. Alors, si je mets le graphique weekly sur le Bitcoin, bon, on ne se le cache pas, honnêtement, il n'y a quasiment aucune différence, il n'y a quasiment rien qui a changé. Donc, on est dans le même contexte que la vidéo d'il y a une semaine. J'ai rien de plus à dire. On est en train de tenir la moyenne mobile 200. Pour l'instant, il y a encore beaucoup trop de volatilité pour prendre une quelconque décision pour investir. Ceux qui investissent par palier via un DCA par exemple, eux, il ne faut surtout pas arrêter. C'est maintenant justement qu'il faut persévérer et continuer à investir parce qu'on est sur des niveaux qui sont quand même assez intéressants. Même si on peut aller plus bas, dites-vous qu'au final, c'est le jeu du long terme. C'est le jeu du long terme. Oui, je sais que ça peut être chiant parce que vous investissez en fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au final, si vraiment vous êtes déterminé, vous allez quand même réussir à avoir un prix d'achat moyen qui va être pas dégueulasse. Maintenant, si vous craquez et que vous vendez à perte, bon là, tous les efforts auront été en vain malheureusement. Voilà, après, tout dépend des stratégies. On peut le faire en DCA si on ne veut pas trop se prendre la tête et faire le moins d'erreurs possible. Mais si on a plus de compétences, on peut très bien essayer de se positionner par palier en achetant les zones de support potentielles. Là, pour le coup, on est encore en mode attente parce que le prix du Bitcoin doit prendre une décision, que ce soit par le bas ou par le haut. Donc, il faut attendre. C'est pareil pour les autres marchés. Il faut être patient. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on veut acheter parce que ça a baissé, mais honnêtement, ça peut toujours baisser. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre un contexte de marché qui est plus intéressant. Regardez en fait les boxes blanches. C'est durant ces contextes-là qu'on peut acheter sereinement. Ça ne veut pas dire que le prix va forcément partir vers le haut, mais au moins, vous aurez acheté sur un niveau intéressant. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a quand même une décorrélation. Il y a une décorrélation avec le marché des crypto-monnaies et les marchés financiers. Alors, cette décorrélation, je pense qu'elle a ses limites dans les phases de panique. Comme on a pu le voir à peu près le 12 mars, quand on a vraiment eu la vente panique, que ce soit sur les marchés financiers, mais également sur le marché des crypto-monnaies, là, pour le coup, tous les marchés et tous les actifs étaient impactés. Que ce soit les actions, même les obligations, elles ont perdu de la valeur. L'or et le Bitcoin, ils ont tous perdu beaucoup de valeur. Donc, dans des moments de panique, tout est vendu. Et en fait, la notion de valeur refuge, elle n'existe plus trop en fait, parce que là, les gens, ils perdent totalement leurs moyens et ils doivent juste tout vendre parce que peut-être qu'ils sont en perte, peut-être qu'ils doivent de l'argent, il faut rembourser, etc. Donc là, ils se mettent en fiat. Et c'est le fiat qui est maître. Voilà. Maintenant, ça ne dure pas de manière éternelle. Ça dure durant les phases de panique, mais en gros, ça arrive au début des crises. Ensuite, on sait en fait quand on est dans une crise, on sait que le marché va encore perdre de la valeur. Donc, il n'y a plus trop cette euphorie de panique. Donc, le Bitcoin a encore sa carte à jouer et c'est pour ça qu'il faut attendre, voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est bénéfique pour le Bitcoin? Peut-être, c'est peut-être le cas. Mais quand je vois des personnes nous dire, qui affirment, et pour le coup, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas affirmer en fait les choses parce que ça peut être mal interprété. Mais c'est pareil. On ne peut pas affirmer que le Bitcoin va avoir du bénéfice par rapport à ce qui se passe actuellement. On n'en sait rien. Oui, les politiques monétaires qui vont injecter de l'argent à gogo dans les marchés financiers n'est absolument pas bonne pour l'économie au final. Alors, ça peut permettre à l'économie en fait de survivre, peut-être, durant un certain temps. Ce n'est pas bon en fait tout simplement pour les actifs qui risquent malheureusement de prendre peut-être encore de la valeur parce que à force d'injecter, on crée des bulles et on fait que amplifier en fait les bulles. Ça pourrait aussi avoir un impact sur l'inflation, quoique au final, l'argent qui est injecté ne va pas vraiment dans l'économie réelle. Alors après, aux États-Unis, pour l'instant, ils sont quasiment prêts à envoyer de l'argent dans l'économie réelle en donnant directement de l'argent à tout le monde. Donc ça peut impacter pour le coup l'inflation. Donc il faut quand même faire attention. Enfin, c'est pas après mon boulot, c'est pas moi qui vais gérer ça et je suis pas forcément l'expert on va dire par rapport à ça, mais en tout cas pour moi ça peut vraiment impacter l'inflation. Donc je pense que garder du fiat c'est pas la meilleure des solutions, surtout dans des moments de crise. Alors il faut du fiat pour bien évidemment pouvoir investir, mais on peut aussi se positionner sur des actifs qui ne perdent pas beaucoup de valeur, notamment les fonds monétaires, les obligations à très court terme.
d'états, surtout d'états, de très bons états, qui vont vous préserver également la valeur, également l'or par exemple, qui est un très bel actif, quoique il est quand même assez volatile, donc il ne faut pas non plus juste l'acheter et le revendre, il faut l'acheter et quand même le conserver un petit peu, parce que sinon bah, vous n'aurez pas forcément des bonnes performances, voire même vous aurez des pertes. Là, tous ceux qui ont paniqué quand ils ont vu en fait l'or commencer à perdre de la valeur et qu'ils ont vendu à perte, bah, ils ont fait une perte sur un actif qui préserve la valeur, parce que l'être humain au final prend le dessus, les émotions prennent le dessus et on fait n'importe quoi. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc le Bitcoin, ça peut être le cas, il faudra être attentif, il faut surveiller. Voilà, il faut surveiller. En tout cas, la capitulation des mineurs continue. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne suis pas dans l'industrie du minage, donc pour moi c'est une bonne nouvelle. Il est clair que si on est dans l'industrie du minage, c'est pas du tout une bonne nouvelle, d'accord? C'est même une très mauvaise nouvelle. En l'occurrence, le hash rate a perdu 20% sur le Bitcoin, donc c'est que le début, hein. Comme j'ai pu vous le dire, avec les niveaux de prix actuels, avec le halving en approche, il va y avoir vraiment une capitulation et un ménage de printemps qui va être fait au niveau des mineurs. Ce qui est assez ironique, c'est que Bitmain a sorti sa nouvelle machine, la S19. Justement, je vous en avais un petit peu parlé au niveau de la rentabilité dans la vidéo de la semaine dernière. Eh bien, assez étonnant, mais ils ont tout vendu. Donc leur première vague de vente, ils ont vendu toutes leurs machines en 24 heures. Ce qui est assez ironique, c'est que les gens, ils ont acheté. Et en plus, ils ont accepté que la livraison aurait lieu après le halving. Si ça, c'est pas du foutage de gueule de la part de Bitmain, qui fait croire aux gens que non, on n'utilise pas les machines, vous inquiétez pas, etc. Et honnêtement, bullshit. Bien évidemment qu'ils vont utiliser les machines, ils vont les utiliser jusqu'au halving et quand elles seront plus du tout rentables, ils vont les vendre. Et franchement, c'est quand même un bon business hein, de faire des machines de minage. Là, pour le coup, Bitmain, chapeau. Franchement, très bon business là pour le coup. Alors, d'un point de vue éthique, par contre, c'est très discutable, mais en tout cas, d'un point de vue purement business, ils sont quand même super bons. Hein. Pour refourguer en fait leur cam aux mineurs qui n'est même pas rentable, ils vont leur fourguer en plus au pire moment après le halving. Franchement, c'est vraiment une industrie qui est assez étrange. Parce que honnêtement, investir dans quelque chose qui à l'instant T ne va rien vous rapporter et qui ne va peut-être jamais vous rapporter de l'argent parce qu'on ne sait pas comment le prix du Bitcoin va évoluer, on est en fait dans une incertitude folle. On est vraiment en fait dans une incertitude folle. Pour être rentable aujourd'hui avec le niveau de difficulté actuel, il faut avoir un Bitcoin qui a une valeur extrêmement élevée et après le halving, mais encore plus élevée. Honnêtement, il faudrait que le Bitcoin soit aux alentours, je pense, entre 15 et 20 000 dollars après le halving avec les dernières machines pour essayer de tirer de la rentabilité et avec un coût énergétique au plus bas en Chine. Donc honnêtement, être un mineur, c'est vraiment pas simple du tout quoi. Alors après, bien évidemment, c'est la course à celui qui va survivre le plus longtemps. Et ceux qui ont réinvesti, ils sont pas non plus stupides. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en concurrence avec les autres. Et s'ils ont des machines qui consomment moins, qui ont un meilleur hash rate, ils vont pouvoir survivre plus longtemps que ceux qui ont encore leur vieille machine. Donc ça aussi, c'est une concurrence. C'est une concurrence entre les mineurs. Et c'est pour ça que ceux qui ont pu s'acheter la S19, ils vont quand même avoir un avantage par rapport aux autres qui n'ont pas la machine. Voilà. Maintenant, c'est quand même une industrie où on spécule énormément sur le fait que le Bitcoin va prendre beaucoup de valeur pour rester rentable et couvrir leurs frais. Honnêtement, rien ne dit que cette année, on ait un Bitcoin qui reprenne beaucoup de valeur. On pourrait très bien avoir un Bitcoin qui consolide pas mal. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au contexte économique, c'est quand même difficile de croire que le Bitcoin va juste s'envoler comme ça. Alors, honnêtement, ça me paraît difficile. Après, c'est toujours possible. Tout est toujours possible et je ne serai pas celui qui va s'en plaindre, absolument pas. C'est juste que j'essaye d'être le plus rationnel possible. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le Bitcoin. On va terminer sur l'or. Écoutez, l'or se porte plutôt bien. Si on met le graphique de l'or, depuis maintenant plusieurs mois, depuis que j'ai fait en fait la vidéo où je vous ai dit faut acheter de l'or les gars, et ben l'or prend beaucoup de valeur. L'or il prend beaucoup de valeur. C'est très volatile. Il peut aussi fortement baisser durant les phases de panique, mais concrètement, il est dans une nouvelle dynamique qui est assez haussière. Alors, il nous faudrait juste un nouveau signal intéressant qui serait la cassure du précédent point le plus haut, qui est un tout petit peu en dessous des 2000 $. 2000 $ l'once, là, ça serait vraiment un nouveau signal d'achat qui pourrait encore de nouveau être intéressant. Mais on a déjà eu le premier signal quand on a en fait cassé la consolidation. Là, on voit très très bien
le triangle, le rectangle de compression. Par le haut, c'était, je crois, de mémoire en juin, juillet 2019. Donc, le signal d'achat, on l'a eu bien avant la crise du coronavirus, bien avant. Donc, ça fait depuis maintenant très longtemps qu'il faut absolument acheter de l'or, sachant que les cycles sur l'or sont très très longs. Là, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le cycle qu'on a, c'est de 76 à 80. Bon, celui-là, c'était juste 4 ans qui était quand même super violent. Après, on a eu 20 ans de consolidation et de baisse. C'est long, c'est très très long. Et ensuite, à partir de 2000, on est reparti sur un bull market pendant près de 10 années. Et après, aux alentours de 2010-2011, on a reconsolidé pendant environ 10 ans. Et là, on est en train d'en sortir. Donc, c'est pour ça en fait que ça arrive tellement rarement, ça aussi, qu'il faut en profiter. C'est comme la crise qu'on est en train de vivre. Ça arrive tellement jamais qu'il faut être là, il faut être prêt, il faut être formé, il faut savoir quoi faire pour en profiter. Donc surtout, si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir mes lettres d'investissement, je le rabâche, mais c'est important. C'est important parce que je partage beaucoup en fait dedans pour aider un maximum de personnes. Donc inscrivez-vous. Le lien est dans la description. Ça vous engage absolument à rien. C'est gratuit. Vous mettez juste votre email et si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous désinscrire. Donc honnêtement, vous prenez aucun risque. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que maintenant c'est clair pour vous. Honnêtement, on va être dans une année assez baissière à mon avis. On est vraiment dans une incertitude assez grande aujourd'hui. Donc, les prédictions, on peut en faire, mais concrètement, il vaut mieux attendre de voir un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique pour y voir déjà un petit peu plus clair. Pour l'instant, c'est encore vraiment flou. On est vraiment en fait dans le flou artistique et c'est pour ça que les marchés sont autant volatiles. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas vers où aller. Donc, honnêtement, gardez vos cartouches. Gardez de la liquidité, protégez votre argent, c'est important. Je vais justement en parler dans la lettre que je vais envoyer demain. Donc honnêtement, c'est très important. Voilà, donc je terminerai avec une seule phrase. C'est dans les crises que les opportunités naissent, mais il ne faut pas investir trop tôt et il ne faut pas investir trop tard. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Moi en tout cas, je vous dis bon dimanche à tous. Essayez quand même d'en profiter, même si on ne se le cache pas, c'est pas si simple que ça le confinement. Je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas, c'est important, la lecture ou la formation ou les vidéos. Il faut continuer à s'instruire et à se former. C'est maintenant, honnêtement, qu'il faut le faire quand vous avez le temps pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure. Et surtout, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Merci à tous.